Bienvenue dans Parlons Placement, une émission dans laquelle nous allons évoquer l'inflation, le retour de l'inflation qui fait peur aux bourses du monde entier. Ensuite, s'intéressera à l'assurance vie et au régime matrimonial. Avez-vous pris toutes les dispositions pour protéger votre conjoint? Oui, c'est des questions qu'il faut se poser quand on s'intéresse au patrimoine. Et puis, on finira avec une partie consacrée à l'OPCI Swiss Life d'Inapierre. On aura le plaisir de recevoir Nicolas Kerr qui viendra nous parler de ce placement. On commence tout de suite par notre rubrique concernant les marchés financiers. Je vous rappelle que c'est une émission en direct. Vous pouvez intervenir, poser vos questions à nos invités durant cette demi-heure. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, faut-il s'inquiéter d'un retour de l'inflation? Pourquoi est-ce que, pour commencer, les marchés financiers ont autant réagi à une annonce concernant les salaires aux États-Unis? Parce que justement, ils ont peur d'une hausse de l'inflation. Il faut refaire le film d'il y a quelques années. Les banques centrales mettent de l'argent sur la table, beaucoup d'argent sur la table, baissent les taux, rachètent des actifs. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi encore en Europe. Le fameux quantitative easing. Tout à fait. Pour faire baisser les taux, pour relancer la machine économique. Pourquoi? Parce qu'on estimait que l'inflation était trop basse. Il y a 3 ans, on parlait même du risque de déflation en Europe. C'est un peu moins vrai aux États-Unis, mais on était sur une inflation qui était trop basse. Il fallait faire repartir l'inflation. Avec les chiffres qui sont sortis sur la hausse des salaires que vous avez évoqués, on a peur que l'inflation remonte cette fois. Donc on a peur que l'inflation aille au-delà des objectifs de la Fed et de la BCE. On n'est jamais content. On voulait de l'inflation, on en a et on pleure. L'inflation, effectivement, on marche un peu sur un fil avec l'inflation. Si elle est trop basse, c'est un vrai risque de déflation. C'est le scénario à la japonaise qu'on a connu, qui existe depuis plus de 20 ans. En fait. Ils n'en sortent pas de ce scénario déflationniste. C'est catastrophique pour la croissance, c'est catastrophique pour les emplois. Même si ça repart un peu au Japon, hein, ça va un peu mieux maintenant. Ça va un petit peu mieux, mais Grâce ce à n'est pas Shinzo Abe. suffisant. En fait, l'inflation reste trop basse aujourd'hui encore. Et à l'inverse, si l'inflation est trop forte, ça c'est un scénario qu'on a connu il y a bien plus longtemps que ça, il y a 3 décennies. Là, c'est la machine qui s'emballe et c'est aussi catastrophique pour l'emploi. Donc l'inflation, c'est comme le sel, il en faut un peu, mais pas trop. Exactement. Pour donner du goût. Mais plus sérieusement, là, on n'a pas encore trop d'inflation. Alors, est-ce que justement, et on a une question de Franck hein, qui nous a été posée en amont de l'émission, et c'est le concept de Parlons Placement, hein, n'hésitez pas avant les émissions à nous interpeller. Faut-il s'inquiéter face au mini-crack qui a frappé les bourses? En effet, on a eu ce petit trou d'air suite à cette statistique américaine. Effectivement, c'est un vrai sujet qui est très important, hein, le niveau de l'inflation. Si l'inflation est trop haute, effectivement, donc, comme je disais, les banques centrales vont devoir complètement arrêter leur politique monétaire accommodante et vont devoir inverser la machine, inverser complètement la vapeur et vont devoir mener une politique restrictive, donc vont devoir freiner l'économie. C'est Donc, quoi trop haute? C'est quoi le seuil? On parle des 2% souvent. L'objectif de la Fed, c'est 2%. On doit être à 2%, légèrement en dessous. Et là, on est un petit peu au-dessus. Hein. Alors, on est légèrement au-dessus, mais attention, parce que la Fed ne regarde pas l'inflation globale, ils enlèvent les prix de l'énergie notamment. Si on enlève l'énergie, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, on est à 1,8. Donc, on est à l'objectif de la Fed, on n'est pas très loin des 2% aujourd'hui. Et ça contamine l'Europe aussi, même si les pressions inflationnistes sont peut-être moindres, ou est-ce qu'elles sont aussi importantes ou Non, dangereuses en la Europe? situation n'est pas du tout la même en Europe et aux États-Unis. Pourquoi la bourse a baissé en Europe? Parce que les bourses sont interconnectées. Quand ça baisse aux États-Unis, ça baisse également en Europe. Mais on n'est pas dans la même situation économique. On n'a pas la même pression inflationniste, on n'a pas le même taux de chômage. Donc non, on n'en est pas là. D'ailleurs, Mario Draghi l'a rappelé encore dernièrement. Est-ce que malgré tout, il peut y avoir une accélération de cette inflation? Enfin, c'est votre scénario aussi, cette accélération, notamment aux États-Unis? Non, je ne pense pas en fait que l'inflation augmente sensiblement. Le fait que l'inflation reparte, d'abord, faut avoir en tête que c'est un vrai signe, c'est un vrai thermomètre de l'état réel de l'économie américaine. Et oui, ça prouve qu'il y a Ça prouve que une dynamique. Hein. l'économie est enfin dynamique, alors que jusqu'à présent, elle avait progressé tous les ans depuis 9 ans, mais pas suffisamment pour générer de l'inflation. Parce qu'il y a aussi ce débat sur les mesures déflationnistes, enfin les facteurs déflationnistes, Internet qui permet d'avoir une compétition presque sans limite
limite et qui permet de tirer Oui. les prix vers le bas, notamment des jobs de plus en plus automatisés, robotisés, plein de révolutions technologiques qui permettent de contenir ces prix. Une compétition fait. mondiale aussi effrénée. Tout à fait. Donc structurellement, en fait, il y a des raisons pour lesquelles l'inflation sera moins élevée à l'avenir qu'elle l'était par le passé. Vous l'avez dit, les nouvelles technologies tirent les prix vers le bas, la mondialisation tire les prix vers le bas. Mais malgré tout, ça c'est des raisons structurelles. Après, il y a des raisons conjoncturelles. En fonction de là où on est dans le cycle économique, ben, l'inflation elle est tantôt basse, tantôt élevée. Et là, on est dans dans un cycle économique, on est avancé, on avance dans le cycle économique et qui explique que l'inflation commence à revenir, même si elle est un peu plus basse que lors des autres cycles, elle commence malgré tout à repartir à la hausse. Ce qui n'aide pas aussi, c'est qu'on a des mesures qui sont pro-inflation prises par Donald Trump, la réforme fiscale, le plan infrastructure, tout ça c'est encore de l'essence Oui. Dans le feu. Tout à fait. C'est le but de Donald Trump, hein, de donner un coup de fouet en fait à l'économie qu'il jugeait trop timide lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Alors qu'on parle de haut cycle, hein. Alors ça, voilà, je voulais en venir à ça parce que justement, on parle de haut cycle et certains parlent même de fin de cycle parce que ça fait 9 ans qu'on est en croissance économique. La croissance, je vous l'ai dit, elle est de 1,8. Quand on regarde le passé, c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin du cycle, l'inflation repart à la hausse et l'inflation accélère fortement. Regardons ce qui s'est passé lors des 2 dernières récessions. 2001, avant la crise de la bulle Internet. L'inflation était à 2,6 juste avant l'éclatement de la bulle. Dernière crise, dernière récession aux États-Unis, c'est juste avant les subprimes. C'est les subprimes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation avait remonté à 2,5%. Je parle de l'inflation hors énergie, l'inflation sous-jacente. Le cœur. Le cœur de l'inflation corps. Elle est à 1,8. Donc, on est loin encore de l'inflation galopante de 2,5% qui se manifeste lors de la fin de cycle. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe de fin de cycle aux États-Unis pour l'instant. On en est encore loin. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc les mesures Trump qui pourraient faire rendre l'économie américaine en surchauffe, la faire passer au stade de surchauffe, vous n'y croyez, vous n'êtes pas inquiet là-dessus? Non, c'est trop tôt pour le dire en fait. C'est vrai que les mesures Trump ont un impact très favorable pour l'économie, un effet accélérateur qui est évident. Les marges des entreprises augmentent considérablement. Ça permet aux entreprises de redistribuer des salaires. On le voit sur les grandes entreprises qui le font. Il y a un autre impact qui est le fait de rapatrier des trésoreries qui étaient à l'étranger. Apple, un exemple qui est très symbolique, qui va rapatrier beaucoup d'argent, des centaines de milliards de dollars, et qui, à partir de là, va payer des impôts. Donc ça va remplir les caisses quand même du Trésor américain. Et ils ont dit qu'ils allaient réinvestir, qu'ils allaient embaucher 20 000 personnes aux États-Unis. Donc il y a un impact qui est vraiment très favorable. De là à dire que ça va générer une surchauffe, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. On ne le voit pas encore dans l'économie. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Peut-être dans 2-3 ans, mais pas en 2018. Ça aura un impact sur les salaires, mais on ne sait pas lequel. Et est-ce que cet impact sur les salaires aura un impact sur la bourse? C'est aussi ça, tout cet effet domino qui est difficile d'appréhender. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, l'effet il est plutôt favorable pour la bourse en réalité. Parce que ce qu'on voit, c'est que les marges des entreprises augmentent. Et donc, ils ne font que redistribuer des excédents de marge qu'ils ont. La productivité a augmenté. C'est aussi pour ça que les salaires augmentent, hein. Il n'y a pas que la réforme Trump. Donc, il y a des effets conjoncturels qui expliquent qu'on redistribue les salaires, mais on redistribue des marges qu'on a. On a des excédents de marge qu'on peut se permettre de redistribuer. Donc, tant que les marges sont positives et restent bien orientées aux États-Unis, la bourse va bien se comporter. C'est pour ça qu'il y en a qui rêvent d'un cycle qui se prolongerait au-delà des 8, 9, 10 ans habituels et qui pourrait durer peut-être un peu plus longtemps. Pour l'instant, il y a de bonnes raisons de penser que le cycle va rester en l'état et va durer plus longtemps que ce qu'on a vu jusqu'à présent, oui. Donc le trou d'air qu'on a connu justement en début d'année, qui était un peu violent, bon, voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure. Non, il ne m'inquiète pas. En fait, c'est surtout des éléments techniques qui ont expliqué ce qui s'est passé. La bourse, en fait, était un petit peu endormie. C'est vrai qu'aux États-Unis, quand vous regardez la courbe du Dow Jones en 2017, elle est assez impressionnante parce qu'il n'y a aucun accident de parcours et c'est très rare que ça arrive. Il n'y a aucune correction, c'est vraiment linéaire. C'est assez sain qu'il y ait des corrections de temps en temps, que le marché s'interroge lorsqu'il y a des chiffres qui sortent pour mieux repartir derrière. Tout ça est assez sain, mais ne remet pas en cause la tendance qu'on observe actuellement sur l'économie et donc sur la bourse, qui en profitera.
Et en conclusion, bourse américaine, bourse européenne? Alors, je pense que la bourse européenne, du coup, quand même, les fondamentaux sont encore plus forts qu'aux États-Unis, parce qu'on est plutôt dans le cycle économique. Donc, nous, on va profiter encore plus longtemps de la reprise économique. On est plutôt au début ou au milieu du cycle, quand eux, ils sont plutôt au milieu ou à la fin du cycle. Et en ce qui concerne les secteurs que nous, on privilégie dans ce scénario, c'est le secteur bancaire. On a d'ailleurs un produit sur les banques. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder pour profiter de ce scénario-là. On a également un produit sur les valeurs pétrolières, BP, Shell, Total, parce que dans ce scénario où il y a plus de croissance, où il y a une remontée de l'inflation, ces boîtes-là vont en profiter aussi. Alors, des informations à retrouver sur le site bienprévoir.fr. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces explications. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct dans cette émission à nos invités. Merci, à bientôt. Merci à vous. Alors, on a le plaisir d'accueillir Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler contrat de mariage et assurance vie. Est-ce que son conjoint, pour ceux qui sont mariés, il y en a de moins en moins, 1 sur 2, un peu moins de 1 sur 2 maintenant selon les statistiques, c'est ça? C'est ça, on est à 45% au dernier chiffre connu qui remonte quand même à 2014. Depuis, ça a dû continuer à se dégrader. Bon, après, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on n'a pas de conjoint ou qu'on n'est pas en couple ou qu'on n'a pas envie Bien sûr, d'accompagner et de protéger voilà, son entourage. son entourage. Alors, on va essayer de voir un peu quels sont les scénarios possibles. Quels sont, pour commencer, si on rentre dans la problématique mariage, les différents régimes matrimoniaux? On va essayer de se faire simple parce que c'est une matière qui est très technique. Disons qu'on va identifier, il y a 2 familles de régimes matrimoniaux. Il y a, disons, les régimes communautaires, hein, et puis il y a les régimes séparatistes par ailleurs. Donc en fait, sur les régimes communautaires, on ne va pas rentrer dans le détail trop, mais en tout cas, on a la communauté légale classique est celle que les jeunes mariés obtiennent de façon automatique sans aller devant le notaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la communauté légale sans contrat de mariage. C'est d'ailleurs 80% des personnes mariées en France qui bénéficient de ce type de régime matrimonial. Ensuite, il y a la communauté universelle qui, là, nécessite déjà un effort. Il faut aller voir le notaire, il faut signer un contrat de mariage. Et puis, dans le cadre de ces régimes communautaires, on a la possibilité d'inclure des clauses qui vont permettre d'organiser notamment la transmission du patrimoine. On parle notamment d'une clause d'attribution intégrale de la communauté aux survivants. Donc ça, c'est le régime qu'on trouve aussi le plus souvent et qui est le premier que les mariés, les personnes mariées vont demander à obtenir auprès d'un notaire. Quand ils font en effet cette démarche et qu'ils ne restent pas passifs. Complètement. Et après, on rentre dans le régime dit séparatiste. Donc là, le régime séparatiste concerne un peu moins de personnes encore en France. Là aussi, il y a plusieurs niveaux de séparation. Disons que là, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'il y a les biens propres de chacun des conjoints qui restent des biens propres, et puis il y a des biens mis en commun. Là aussi, on va voir qu'il y a toujours des possibilités, c'est un peu l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous indiquer qu'en fait, on a la possibilité, quel que soit le régime matrimonial, finalement, d'avoir des systèmes pas extrêmement compliqués, qui peuvent être mis en place uniquement par un conseiller en gestion de patrimoine sans avoir besoin d'aller chez le notaire, qui permettent d'aménager en fait la protection. Et oui, parce que en fait, le premier étage de la maison, c'est en effet son régime matrimonial, mais même s'il ne correspond pas forcément à sa volonté patrimoniale, on peut le corriger grâce à des mécanismes qu'on va évoquer ensemble. Tout à fait. Alors, comment est-ce que on voit évoluer ces régimes matrimoniaux, justement? Alors, depuis quelques années, ils évoluent plutôt dans le sens il y a une augmentation du nombre de personnes qui veulent bénéficier d'une séparation des régimes, parce qu'il y a la volonté notamment aujourd'hui avec l'évolution des mœurs, les gens se marient plusieurs fois, voire se marient plus tard, et lorsqu'ils se marient plus tard, ils ont déjà un patrimoine conséquent, et donc la séparation de biens devient un peu plus présente dans l'organisation. Maintenant, il y a aussi la partie les régimes communautaires de type universel qui nécessitent d'aller voir un notaire. Là, par contre, on l'en voit peut-être un peu moins parce que souvent les frais demandés par le notaire sont assez importants, a fortiori lorsque les patrimoines sont déjà assez conséquents. Bon, on a sa communauté Facebook, ça suffit comme ça, pas besoin d'en rajouter. Quel régime protège a priori le mieux le conjoint survivant? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Il y a une recette miracle, c'est effectivement d'aller vers la communauté universelle avec une clause d'attribution
intégrale au second décès, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, lorsque la première personne qui décède dans le couple, bah, il n'y a pas de transmission aux enfants. L'ensemble du patrimoine est gelé d'une certaine manière et est transmis tel quel aux survivants. Je rappelle que depuis la loi 2007, la loi TEPA, la loi Sarkozy, il n'y a pas de droit de succession entre conjoints. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Mais il y a quand même un besoin de se protéger. Aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir à faire face, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des écarts d'âge Ben voilà. En fait, ça veut sont dire de plus en plus importants. Tout passer à son conjoint survivant, c'est le syndrome du prince Charles. Il sera jamais roi, jamais l'héritier sur le trône. Est-ce que c'est optimisé pour les enfants ou les petits-enfants? C'est là où en fait on a une difficulté aujourd'hui avec le type de transmission à travers la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au second décès. C'est qu'en fait, généralement ce qui se passe, c'est qu'on va défavoriser les enfants dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait les enfants vont avoir à faire face à des frais de transmission, à des droits de succession qui vont être beaucoup plus importants. Et là, en fait, on a une difficulté. Donc, c'est pour ça qu'en fait, une fois de plus, on en revient toujours à la même chose. Finalement, à travers un contrat d'assurance vie, par exemple, nous, on va s'intéresser au contrat d'assurance vie, il y a la possibilité, en rédigeant une clause bénéficiaire adaptée, spécifique, détaillée, de faire en sorte qu'on puisse transmettre, soit par exemple aux enfants directement dans de bonnes conditions, soit aux petits-enfants. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'héritage qui saute une génération. Donc là aussi, le contrat d'assurance vie avec la bonne clause bénéficiaire permet en fait de complètement adapter ça au contexte familial. Qui la rédige cette clause? Vers qui on peut se tourner? On peut se tourner vers les conseillers en gestion de patrimoine. Par exemple, ceux de bienprévoir.fr sont formés régulièrement sur la rédaction des clauses bénéficiaires, puisqu'en fait, il y a pratiquement une clause bénéficiaire par sujet auquel on a à faire face. Donc, normalement, les conseillers en gestion de patrimoine ont la capacité de le faire. Il n'y a pas nécessité vraiment d'aller chez le notaire pour le faire. On peut toujours le faire valider par un notaire, mais c'est quand même un sujet sensible, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est un sujet sensible. Je dirais que les conseillers en gestion de patrimoine sont plus objectifs sur le sujet parce que les notaires, eux, ont plutôt vocation à faire grossir finalement l'actif successoral et donc ils vont peut-être pas avoir le conseil qui va permettre de réduire l'assiette successorale. D'accord. Est-ce que, si je vous suis bien, finalement, l'assurance vie, c'est un des outils pour corriger ce que le contrat matrimonial n'aurait pas envisagé quelques années auparavant? Oui, avec, bien entendu, je ne vais pas le rappeler ici, l'ensemble des abattements qui sont quand même limités à 152 500 € par bénéficiaire. Bien sûr, en prenant en compte les différents abattements qu'on a, oui, le contrat d'assurance vie est un outil qui permet pour la plupart des patrimoines français de bénéficier d'une transmission optimisée, mais toujours, à cela, il faut ajouter une bonne clause bénéficiaire. Alors, on aime bien les tableaux que vous nous apportez, ça tombe bien. Vous en avez un avec vous cette fois encore. On va le découvrir ensemble. Je vous laisse le commenter. On a résumé en fait pour que les gens s'y retrouvent et éventuellement après qu'on puisse avoir un échange avec eux en direct en fonction du cas spécifique. Mais disons que les trois principaux régimes matrimoniaux sont ici. Donc déjà dans le cas de la communauté légale qui correspond à 80% des couples mariés en France, lorsqu'on souscrit en fait à un contrat d'assurance vie, là nous on va recommander dans ce cas-là d'avoir une co-souscription entre les deux conjoints et avec un dénouement au premier décès. C'est-à-dire que dès qu'il y a un premier décès, le contrat est dénoué. Qui récupère. Alors, avec une clause bénéficiaire qui va pouvoir donner par exemple la possibilité soit d'attribuer l'ensemble des bénéfices aux survivants, soit éventuellement une partie des bénéfices. Par exemple, on peut séparer entre l'usufruit et la nue propriété sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. On peut décider de passer une partie du patrimoine sous une forme au conjoint et une autre partie, par exemple, sur la nue propriété, aux enfants. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites à travers la co-souscription avec un dénouement au premier décès et la clause bénéficiaire spécifique, fonction du nombre d'enfants, de petits-enfants, voire d'autres personnes dans l'entourage, puisque je rappelle le fait qu'on oublie quand même les personnes, par exemple, pacsées. Les personnes pacsées, elles ont à peu près les mêmes bénéfices que les personnes mariées, mais les personnes qui aujourd'hui vivent en concubinage n'ont absolument aucune protection de ce côté-là. Donc la clause bénéficiaire peut permettre aussi de régler une partie de la question pour ces formes de cohabitation. Donc ça, c'est la première ligne. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est la communauté universelle qui nécessite là d'aller devant le notaire, qui peut entraîner des frais. Avec la clause d'attribution intégrale que j'évoquais tout à l'heure, là, on va faire ce qu'on appelle une co-souscription avec un dénouement au second décès. Donc tant que un des deux conjoints est survivant, il n'y a pas de dénouement du contrat d'assurance vie. Ça peut être intéressant notamment parce que
Ce qui est embêtant lorsqu'il y a un dénouement en fait, d'un contrat d'assurance vie, c'est que ça peut arriver au moment de l'essai, c'est que ça peut arriver à un mauvais moment, à un moment où le contrat est peut-être investi sur des placements plutôt dynamiques qui nécessitent du temps. Ouais. Et donc arriver à Et par exemple, des eurocroissances qui seraient, qui voilà, seraient on pas n'a pas eu arrivées le à temps échéance. d'amortir voilà, les premières années, donc c'est un peu gênant. Alors dans ce cas-là, le dénouement de d'essai permet finalement d'une certaine manière de repousser un peu l'échéance, et ça permet aussi surtout aux conjoints survivants de bénéficier complètement de la vie du contrat et des différents bénéfices du contrat d'assurance vie pour qu'ensuite ça vienne alimenter le patrimoine des enfants. Troisième cas, la séparation de biens. Donc, Alors là, on recommande plutôt généralement, mais là aussi ça nécessite des mesures spécifiques en fonction de chaque cas. Là, on va plutôt proposer des souscriptions simples, quitte à ce qu'il y en ait deux, un pour chaque conjoint. Là aussi, la clause bénéficiaire est très importante. Je dirais qu'elle est encore plus importante dans ce cas-là. Donc là, on est dans un cas de figure le plus simple possible. On parle d'ailleurs de souscription simple, mais croisée, quitte à ouvrir une souscription pour un conjoint et puis une autre souscription pour l'autre conjoint avec des clauses bénéficiaires croisées. bon, voilà, on voit qu'il y a plein de possibilités, finalement aussi riches que d'histoires d'amour. Est-ce qu'on trouve toujours une solution? Est-ce qu'il y a des cas qui Ouais. sont insolubles Non, alors qu'on empile les mariages, remariages, les recompositions? Ouais, tout à fait. Donc ça, effectivement, il faut prendre en compte ces éléments-là. Je dirais que c'est beaucoup plus simple de travailler sur le niveau de souscription, la qualité de souscription qu'on va mettre en place et la clause bénéficiaire, plutôt que d'aller revoir son notaire pour organiser un changement de régime matrimonial qui sera coûteux, qui sera d'autant plus coûteux, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le patrimoine est conséquent, notamment pour les gens qui, par exemple, ont un patrimoine immobilier conséquent. Un changement de régime matrimonial entraîne des coûts qui sont fonction finalement de la taille du régime immobilier. Finalement, ce que j'essaie de résumer ici, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de passer par ce biais-là. Ça peut être parfois incontournable, mais dans la plupart des cas, on arrive à répondre aux attentes, aux attentes de protection des enfants, des conjoints. Je dirais aussi pour finir qu'il y a une solution, une astuce qui peut être intéressante aussi, c'est éventuellement d'ouvrir plutôt qu'un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation. On rappelle la différence Rapidement, oui. En tout cas, dans le contrat de capitalisation, on n'a pas de clause bénéficiaire. On a la possibilité, en tout cas, de démembrer là aussi facilement. On a d'un côté la nue propriété et de l'autre côté l'usufruit. Et les mêmes avantages On fiscaux? on est dans le cadre de la même fiscalité que l'assurance vie. Simplement, ce qui va être intéressant là, c'est si on sépare l'usufruit et la nue propriété, on a la possibilité de continuer à faire en sorte que son conjoint bénéficie des revenus de son patrimoine, et par ailleurs on transmet dans d'excellentes conditions donc aux enfants tout de suite une partie du patrimoine. Et là, ce qui est intéressant, c'est en termes de droit de succession, on est sur une assiette qui est celle au moment de la création du contrat de capitalisation, alors que donc les droits de succession ne vont pas s'appliquer au moment où il y aura le décès. Donc généralement, c'est plus intéressant de le faire dans ce cas-là. Et donc, on fait économiser à ses enfants aussi des frais de succession. Bon voilà, merci pour ces explications très complètes. On voit que c'est un sujet complexe, il ne faut pas hésiter à en parler à des spécialistes. En tout cas, vous nous l'avez présenté clairement, mais c'est un vrai sujet. On a une question quand même. Tiens, on va prendre une question qui est arrivée de Michel. Vous ne parlez pas de la donation aux derniers vivants. En fait, c'est un peu le même principe que celui qu'on applique au contrat d'assurance vie dans le cadre de la communauté universelle. Avec une clause d'attribution intégrale au second décès. C'est un peu le même principe. Je propose qu'on le traite lors d'une prochaine émission, lorsqu'on parlera des clauses bénéficiaires. Ça peut être on fera une émission, un très bon sujet. Voilà, sur les clauses bénéficiaires. Merci Vincent, merci Michel pour la question. On continue et on va parler maintenant de l'OPCI Swiss Life d'Inapierre en compagnie de Nicolas Kerr. Merci. Avec plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur des fonds grand public chez Swiss Life REM. Vous allez, on va évoquer avec vous l'OPCI Swiss Life d'Inapierre. Mais avant, on a parlé dans la première partie de l'émission du retour de l'inflation et des craintes qu'elle suscite sur les marchés financiers notamment. Quelle est votre lecture du sujet ? Alors justement, si on relie les problématiques d'inflation à l'immobilier, puisque c'est mon métier, c'est mon marché, ce qu'on peut dire, c'est historiquement, l'immobilier se comporte dans à peu près toutes les formes de cycles économiques, soit des cycles de
d'hyperinflation, d'inflation, de stagflation, voire même de déflation. Quand vous dites il se comporte, c'est il se comporte bien. Il se comporte bien à long terme. C'est-à-dire ce que n'aime pas l'immobilier, ce sont les ruptures, c'est-à-dire les changements de paradigme. Ce que n'a pas aimé Par exemple, une l'immobilier, hausse de taux rapide, comme la bourse d'ailleurs. comme ce qu'a connu l'immobilier dans les années 90, avec des taux réels extrêmement élevés qui ont cassé le marché de l'immobilier en Europe dans plusieurs marchés différents. On n'a pas cette crainte cette fois-ci parce que on a finalement cette peur d'un krach obligataire, d'une hausse des taux. L'immobilier ne vit pas dans cette crainte. Alors évidemment, on ne vit pas forcément dans cette crainte, mais on est quand même attentif à ces évolutions. Simplement, il faut rappeler que l'immobilier est à la croisée des actions et des obligations. Les actions, parce que évidemment l'immobilier se revalorise, il se revalorise en fonction des taux, mais en fonction d'autres paramètres également, et des obligations parce que l'immobilier est assis sur des loyers d'immobilier d'entreprise en général, qui sont plutôt des baux de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc vous voyez que ces cash flows qui sont assez récurrents, assez long terme, eh bien, ils vont venir stabiliser la valeur et protéger par rapport à des changements de marché, de cycle. Est-ce qu'il faut distinguer immobilier d'entreprise du résidentiel? Alors absolument, parce que ce qui crée la grande différence, en tout cas en France, peut-être pas dans d'autres marchés en Europe, c'est précisément la durée des baux. Lorsque vous louez dans l'immobilier de bureau, en France, vous pouvez signer des baux de 3 ans, 6 ans, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas en immobilier résidentiel. Alors dans ce contexte, quelle est la stratégie que vous, Swiss Life Frame, vous adoptez, et en particulier votre OPCV? Mais on reviendra plus en détail Absolument, après. absolument. Donc ce contexte de marché qui évolue avec des taux longs qui sont plutôt orientés à la hausse, une inflation qui est plutôt orientée également à la hausse, eh bien, nous fait penser que la meilleure des stratégies n'est plus celle qu'on pouvait poursuivre en 2010. En 2010, il nous semble que la stratégie gagnante, c'était d'acquérir des immeubles et de les louer sur des durées de baux les plus longues possibles. Pourquoi? Quand vous êtes dans un phénomène finalement de récession, vous avez donc de l'emploi qui est détruit, Oui, et il faut plutôt mieux des valeurs stabiliser locatives. ses revenus. Voilà, et donc vous bloquez vos revenus à des niveaux élevés avant récession. Et lorsque ce mauvais passage est passé, vous ressortez avec un renouvellement de bail sur des conditions locatives correctes. Et donc là, vous allez me dire qu'il faut faire du plus court terme pour Exactement. monter les marches de l'escalier? Exactement, comme le ferait un gérant obligataire dans certains marchés, on va plutôt aller chercher des baux de plutôt courte durée. Pourquoi? C'est-à-dire combien? 3 ans? Par exemple, des 3 ans, des baux de 3 ans, effectivement. Alors évidemment, on peut aller chercher des baux de longue durée, mais tactiquement, aller chercher des baux de 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 ans, une entreprise bouge tous les 6 à 8 ans en général. Et bien tous les 6 à 8 ans, vous allez pouvoir renouer dans des conditions plus élevées qu'aujourd'hui, puisque la croissance est là, et que la demande locative est plus élevée, et que les loyers sont plutôt orientés à la hausse. J'imagine que cette stratégie, tout le monde la recherche. Est-ce qu'il reste des opportunités pour la mettre en œuvre? Alors justement, il nous semble que c'est opportun parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore recherché, et me semble-t-il, c'est une erreur, comme je le dis, c'est plutôt l'immeuble loué avec un bail ferme de très longue durée. Donc sur le des bel valeurs immeuble, locatives le bel d'aujourd'hui. emplacement. Eh bien non. Si j'ai à choisir entre 2 emplacements sur les Champs-Élysées, entre un immeuble loué en bail 369 à plein d'entreprises et le même immeuble loué à travers un bail 9 ans ferme, eh bien j'irai plutôt sur l'immeuble 369. Vous savez pourquoi? Parce que le taux de rendement servi par cet immeuble sera en plus élevé. Il aura une prime de risque plus élevée. Donc il sera plus rentable. Entre un bail 369 ou à 9 ans sur les Champs-Élysées et un 3 ans à Montrouge, par exemple, vous choisissez lequel? L'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, le risque lié à la localisation, lié à l'état locatif, etc. On va choisir plutôt aujourd'hui tactiquement la première couronne. Parce qu'à cet endroit-là, les taux de rendement ne se sont pas comprimés comme ils ont pu le faire en plein cœur de Paris. Et il y a du potentiel. Donc il y a un potentiel sur les taux, ou au moins de la résistance. Et sur les loyers, il nous semble que par effet capillarité, cette croissance des loyers à Paris, elle va aussi apparaître en première couronne. Alors l'OPCI Swiss Life Dinapierre, quelle est sa fiche d'identité, si on pouvait la présenter en quelques chiffres? Donc un OPCI, parmi les rares OPCI de la place, il y en a peut-être une petite dizaine seulement. Je rappelle que les OPCI ont collecté à peu près 4 milliards d'euros l'année dernière, donc c'est un gros marché. OPCI qui fait à peu près 155 millions d'euros d'encours aujourd'hui, d'actifs nets. Fiche d'identité, performance 5,44 l'année dernière, 5,86 l'année dernière, l'année d'avant, pardon, en 2016, une performance sur 3 ans annualisés supérieure à 5%, donc des performances plutôt satisfaisantes qui ne préjugent pas bien sûr des performances. Vous avez un objectif justement pour la suite? Alors un OPCI sur le très long terme est configuré pour fabriquer une performance comprise quand les choses vont plutôt moyennement bien entre 3% et quand les choses vont plutôt très bien entre 6%. C'est à peu près ça qui guide les stratégies d'investissement en immobilier pour arriver à ces performances-là. On rappelle l'OPCI, en fait, ce qu'elle a quand on soulève le capot, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve dans le moteur? Alors, la grande particularité d'un OPCI, c'est qu'il gère lui-même sa liquidité. Quand vous demandez un rachat,
Quand vous voulez sortir d'un OPCI, vous exécutez un rachat à travers l'OPCI. L'OPCI va vous racheter vos parts et vous avez la liquidité à 2 mois maximum. Ce qui fait que c'est un produit qui est particulièrement fongible dans l'assurance vie. Il a été fabriqué d'ailleurs pour l'assurance vie. Et on peut le comparer aux SCPI qui sont aussi des produits recherchés en ce moment. Absolument. D'ailleurs, on n'a pas à choisir entre l'OPCI et la SCPI. Il n'y a pas un produit qui est meilleur que l'autre. Il y a simplement, me semble-t-il, un produit SCPI qui génère des revenus fonciers sur lequel on peut faire de l'ingénierie financière. Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous conseiller d'acheter à crédit, d'acheter en démembrement, même de souscrire de la SCP à travers l'assurance vie. Il y aura peut-être quelques contraintes d'emprise, quelques contraintes qui seront fournies par l'assureur. L'OPCI, c'est plutôt un produit à destination purement de l'assurance vie, à l'intérieur de contrats d'assurance vie en unité de compte. C'est aussi un produit qui intéresse les entreprises dans le cadre de trésorerie longue, du point de vue de par sa liquidité. Donc finalement, deux canaux de distribution un petit peu différents, du direct d'un côté, de l'assurance vie pour ce qui est de l'OPCI. On va terminer avec Swiss Life. Un nom connu. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs finalement l'étendue de l'activité de cette maison? Voilà. Alors effectivement, à travers Swiss Life, on connaît Swiss Life à travers l'assurance vie. Swiss Life, c'est aussi un asset manager. Savez-vous que c'est le plus gros investisseur immobilier en Europe, avec près de 70 milliards d'euros d'encours Ben non, gérés. je ne le savais pas, vous nous l'apprenez. Voilà, c'est fait. Et nous avons une présence en Europe. Et ça apporte quoi alors? Alors, vous savez, l'immobilier, il faut avoir de la présence locale pour pouvoir acheter, pour pouvoir gérer les actifs, pour appréhender ces marchés, ces micro-marchés locaux, pour sentir ces évolutions sur les marchés locatifs, les loyers, etc. C'est-à-dire que vos 150 millions, ils sont investis partout en Europe? Alors, l'idée, aujourd'hui, cet OPCI qui est en phase de croissance va diversifier son investissement à travers l'Europe. Et on va céder, c'est bien beau d'investir à travers l'Europe, mais on n'y va pas avec notre petite valise en s'amusant. Non, on va faire appel à l'infrastructure de Swiss Life Asset Manager en Europe, 1100 collaborateurs experts en immobilier, installés en France, en Allemagne, en Angleterre notamment, et qui vont pouvoir nous apporter des opportunités d'investissement et donc investir pour Dinapierre. Quand vous dites on va céder, c'est pas avec un C, c'est on va se faire aider par l'équipe. On va pas vendre. Assister, absolument. Même si ça fait partie de la vie et de vos métiers. Merci beaucoup Nicolas Kerr pour cette présentation et ces explications. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver dans d'autres épisodes de Parlons Placement. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cet épisode de Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.